Je n'interviendrai pas en tant que coach principal durant la Villa des Cœurs Brisés, la saison 10. Pourquoi t'as explosé de rire quand je t'ai parlé du discours de Vincent Cageot? Parce que qui ça a disait été dans un podcast que les hommes avaient une charge mentale forte. Non mais alors ça, écoute... Des féministes, j'en ai tout autour de moi. Qui? Mais qui? mais tous les extrêmes ne sont pas forcément ouf. Juliette, je la trouve extrême. D'accord. J'ai mon côté féministe. Oh, wow. L'audace, le culot. Moi aujourd'hui, pour être tout à fait honnête avec toi, Sam, je te parle, je sais pas du tout si je suis en mesure d'avoir des enfants. Je sais pas. On attend le signal, c'est ça? On attend le signal. Ah, bah, super. C'est notre voix à nous. Très bien. Voilà. Flashback. Comment ça va, Juliette? Écoute, ça va très bien, Sam, merci. Et toi? Bah parfaitement. Ouais. Merci super. de demander. Ça rigole déjà quand on est avec toi. Ouais. On a dû se concentrer pour commencer. Il y a, non, attends qu'on commence, on est déjà en train de parler. Exactement. Bah oui, on était en train de parler. Et j'étais en train de... Je vous dis, je vous fais comme à la maison. Je disais à Juliette, tu sais, Juliette, que je choisis mes vêtements quand je suis dans mon dressing en fonction des invités que je vais avoir. Complètement. Toi aussi? Mais I feel you, c'est la même, c'est exactement la même. J'ai 3 interviews cette semaine, il n'y a pas la même direction artistique pour la même ITV. Hier, j'avais une robe noire, longue, transparente, avec une gavroche léopard. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'assez... Je sais pas, c'est ce que tu m'as inspiré. Mais oui, j'allais te demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, Sam Zira, soutien-gorge, par-dessus un body, jupe en cuir, bottes en cuir type Santiago un peu haute? Je sais pas, c'est ce que tu m'as inspiré. Le contenu de nos échanges, quand je me suis mise devant mon dressing, je me suis dit, Sam Zira, nos discussions ensemble, quelle est la vibe? Comme j'ai pas mal de personnalités, de personnages, j'ai qu'à me mettre devant mon dressing à Chanel, comme ça me dire quelle femme j'ai envie d'être aujourd'hui pour lui. Tu vois, c'est un privilège. Et moi, je me suis dit, Juliette a quitté Paris, Juliette a du beau temps, Juliette a du soleil, je vais sortir des couleurs chaleureuses, je vais sortir du bleu, qui est ma couleur... En vrai, c'est ma couleur préférée. Bah, ça te va bien. Je sais pas si tu as déjà fait des tests de colorimétrie. Jamais. Pour ton visage, mais bleu-vert, c'est excellent par rapport à la teinte de ta jolie peau. Oh, merci pour ma jolie peau pleine de fond de teint. Je te drague, vraiment, je te drague. Tu fais partie des rares mecs que je drague sur cette planète. T'as maigri? Ouais, j'ai maigri, mais tu sais, endométriose. Hein. Je prends, je perds, je prends, je perds. Il y a des moments où j'ai du mal à m'alimenter, où j'ai du mal à prendre du poids. Puis je suis aussi très active. Bah oui. Je fais beaucoup de sport, donc c'est vrai que c'est un combat pour moi, des fois, de prendre du poids. Mais ça coupe l'appétit, l'endométriose? Il y a des moments où, oui, si tu veux, c'est tellement violent sur le corps que pendant 2-3 jours, t'as plus envie de manger quoi que ce soit, en fait. T'as juste envie de rester dans un coin d'une pièce, comme ça. D'ici, je me fais petite, peut-être que l'endométriose va pas me voir, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu me disais, t'es en SPM. Oui, là, je suis en SPM. Alors, j'adore... Syndrome? C'est symptômes prémenstruels. Eh ben, tu vois, je savais pas. Voilà, donc je t'ai appris quelque chose de nouveau. Et alors, c'est trop drôle parce que vraiment, je parle de mes hormones, de mon cycle hormonal, de mon intimité, mon vagin, mais avec une facilité aux gens que je connais ou que je viens à peine de rencontrer. Hein. Allô, comment ça va? Je suis fatiguée, là, je suis en SPM, je vais avoir mes règles dans 2-3 jours, mes seins sont gonflés, j'en peux plus pas. On n'a pas demandé une réponse aussi longue, mais ok. C'est quoi les symptômes prémenstruels? Moi, je connais pas, je suis un mec. Écoute... Quand tu as de l'endo, après ça varie d'une femme à l'autre. Hein. On est unique et puis on a des effets secondaires uniques. Mais moi, en l'occurrence, ça va être de la fatigue intense, nausées, migraine très forte, saut d'humeur. Là, ça fait 2 jours que je chiale, je suis hyper émotive devant le moindre petit truc, ça me déclenche. Donc voilà, on attend que ça passe. En fait, on accompagne cet état comme on peut, du mieux qu'on peut. Et puis d'ici quelques jours, voilà, ce sera mes règles, donc une autre galère. La dernière fois qu'on s'était vu, Juliette, c'était pour une super interview, un super échange à ta sortie du tournage de la Villa des Cœurs Brisés. On était en... La Villa des Cœurs Brisés, oui, c'est ça. On était en pleine diffusion. Mais on est grave tous les deux à douter comme ça. Ah ouais, t'es sûre? Tu m'as dit la Villa des Cœurs Brisés, moi j'aime la Villa des Cœurs Brisés. Non mais oui, la Villa des Cœurs Brisés. Non mais parce que j'ai entendu une rumeur
il y a quelques temps, quand on ne savait pas si Lucie Mariotti, donc l'illustre et iconique love coach de la Villa des Cœurs Brisés, allait rempiler, il y a une rumeur qui circulait comme quoi tu aurais été approché par la production ou en discussion avec la production pour être cette incarnation de cette love coach, de cet illustre programme qu'est la Villa des Cœurs Brisés. C'est vrai ou faux? Alors, la réponse finale est que je n'interviendrai pas en tant que coach principal durant la Villa des Cœurs Brisés, la saison 10. Je ne sais pas si c'est Lucie qui va continuer, si c'est elle. Bonheur et joie pour le prochain casting. Mais je sais également que ce n'est pas du tout les mêmes équipes de production qui s'occupent du casting de la Villa cette année. Donc voilà, nous, on va de l'avant. Mais est-ce que c'est un rôle qui t'aurait plu? Oui, je pense que c'est un rôle qui m'aurait plu parce que pour le coup, c'est l'extension de ce que je fais déjà avec mon métier. Donc, je pense que ça aurait été une expérience assez challengeante, intéressante et assez marrante, je pense. Mais voilà, la vie fait que c'est pas mon tour cette année. Je suis heureuse que ce soit Lucie, par contre, et pas quelqu'un d'autre, parce que je sais qu'à partir du moment où c'est Lucie, les candidats et les candidates seront entre de bonnes mains. Mais si Lucie devait un jour dire stop, est-ce que tu serais candidate à ce poste de love coach? Est-ce que tu aurais l'audace de dire « Eh oh, coucou, pensez à moi » Une fois de plus, ça dépend de la production. Parce que la production fait beaucoup dans ce genre d'expérience. Parce que c'est des personnes qui vont design toute l'émission. C'est elles qui vont s'occuper du casting, c'est elles qui vont s'occuper de l'endroit, c'est elles qui vont s'occuper de la vibe qu'il y a sur place. C'est quand même une expérience qui est intense. On tourne tous les jours, quasiment sans pause. Puis plusieurs heures d'affilée tous les jours. Donc, tu vois, tu peux pas dire oui à n'importe qui, au même titre que je m'engagerai pas avec n'importe quelle cliente, coachée, entreprise, institution. C'est des choses qui demandent réflexion, surtout quand c'est des expériences aussi costaud. Costaud où il faut s'accrocher. Mais dans l'idée, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui me plairait, c'est quelque chose que je fais déjà. Pourquoi pas la télé ? Je sais, c'est ton métier. C'est pour ça que je te propose de te mettre en condition. Projetons-nous un petit peu ensemble. Ma petite Juliette, je ne sais pas si tu as vu les actualités des autres personnalités avec lesquelles tu as partagé l'affiche de la saison 9 de la Villa des Cœurs Brisés. Mais je pense notamment à Cynthia, c'est le blogueur Aquababe, qui a révélé que Cynthia elle était tombée enceinte de Gabriel sur le tournage de la Villa 9. Elle a appris cette grossesse une fois le tournage fini. Elle aurait essayé de trouver de l'aide, du réconfort auprès de Gabriel. Mais à ce moment-là, il faut savoir qu'il était en couple avec une ex à lui, et il l'aurait complètement ignoré. Cynthia, elle a fini par mettre un terme à cette grossesse et elle a affirmé que les déclarations d'Aquababe étaient fondées et étaient vraies. Comment tu aurais épaulé Cynthia dans une épreuve comme celle-là ? Comme je l'ai fait, cet été, quand j'ai appris la nouvelle. Alors après, évidemment, c'est des amitiés à distance, puisqu'on n'était ni dans la même ville, ni dans le même pays, mais tu essayes de faire ce qu'une amie, ce qu'une sœur ferait pour sa copine quand elle lui annonce ce genre de choses. Elle t'a appelé ? D'être là, de l'écouter parler, l'écouter raconter son histoire, ne pas la juger, la soutenir du mieux possible, lui apporter quelque part tout le réconfort émotionnel dont elle pourrait avoir besoin sur le moment, parce que c'est violent quand même, hein. Ça marque le corps d'une femme, ça marque son esprit, ça marque son cerveau, ça lui fait croire plein de choses dans sa tête qui sont pas forcément vraies. Donc toi, tu essayes d'être là pour ta copine comme tu peux, en fait. Que dire dans ces cas-là? Quels mots avoir? Quels mots t'as eu envers Cynthia? Déjà, s'assurer que physiquement et mentalement, la personne va bien, je sais pas si on pourrait dire va bien, tient le coup, déjà. Ensuite, s'assurer que la personne est bien entourée, qu'elle a des amis autour d'elle, physiquement présents pour elle, qu'elle sait dans quelle clinique, dans quel hôpital se diriger, comment se sentir safe à travers cette épreuve. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté, l'avortement. Donc, ça me donne ce petit truc en plus de pouvoir parler de quelque chose en plus que je connais et que j'ai traversé. Comment tu l'avais vécu quand tu l'as traversé ? J'avais l'impression d'être dans L'Exorciste. Moi, quand j'ai expérimenté un avortement, j'avais 22 ans. Je te parle de ça il y a 12 ans. Oh oui. On n'avait pas du tout la même possibilité de s'informer, la même possibilité de se renseigner. On n'avait pas eu le mouvement MeToo encore à cette époque-là. Donc, moi, j'ai eu un encadrement à l'hôpital, à la clinique, qui était quand même un
un peu sexistes où on m'a fait des réflexions qu'on n'est pas censé faire à une nana de 22 ans. Du style, est-ce que vous êtes sûr de vouloir quand même faire ça? Il y en a qui regrettent, il y en a qui considèrent que c'est une erreur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes pas protégée? Enfin, t'es qui, toi, Néouda, pour me poser toutes ces questions? Mais ça va pas ou quoi? Dans ta tête? Ouais, t'avais pas besoin de ça. Mais attends, nous, on est choqués. Il se passe tellement de choses à l'intérieur de nous. On a plein d'émotions. Donc, et puis, tu sais, on se dit toujours après, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû... Mais c'est normal, des fois, il y a des informations qui sont tellement violentes, en fait, à digérer, à assimiler, que c'est quelques heures après que tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer, en fait, là? À quel moment la personne, le mec, la nana, a cru que c'était OK de manquer de respect comme ça et de tenir des propos qui sont ultra violents sur un corps qui ne leur appartient pas, en fait? C'est ma vie, c'est mon corps, c'est mon choix. Donc, ouais, mais en tout cas, dans ce moment-là, tu sais quoi dire à tes copines quand ça leur arrive, parce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Et physiquement et mentalement, c'est violent. C'est violent, il te faut du temps pour t'en remettre, quoi. A contrario de Gabriel Ayuso, qui vraisemblablement n'a pas été présent pour Cynthia, est-ce que toi, le partenaire avec qui tu étais, l'a été, toi? Oui. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être avec quelqu'un à ce moment-là qui a vécu toutes les étapes de ce process. Alors, je l'ai découvert, j'étais pas avec lui parce que j'étais en vacances à Ibiza en train de twerker avec mes copines. Aucun rapport avec la vibe. Mais si tu veux, à un moment donné, 3 matinées passées à vomir, impossible de toucher à une clope et tout. Bon, si tu veux, il y a des signes. Hein. Donc, j'ai fait un test de grossesse positif, un deuxième positif, un troisième positif. Je me suis dit, on va lâcher l'affaire, on va pas pousser jusqu'au 4e. J'ai appelé mon partenaire de l'époque, je lui ai dit, il m'a dit, il n'y a pas de souci, dès que tu reviens, je viens te chercher à l'aéroport, je te ramène à la maison, on va en discuter tous les deux, on va voir ce qu'on fait tous les deux. Donc c'est ce qu'il a fait. Et puis quand on est arrivé chez lui, je vivais à moitié chez lui, la première chose qu'il m'a demandé, c'est est-ce que tu as envie de le garder? Est-ce que tu as envie de le garder? Si tu veux qu'on le garde, on le garde. Ça faisait 5 mois qu'on était ensemble. Enfin, j'ai envie de dire, je devrais pas dire ça, mais t'as eu de la chance, quoi. Bah, j'ai eu... est-ce que j'ai eu de la chance ou est-ce que c'est juste le minimum syndical et normal, en fait? Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas envie de dire ça, t'as eu de la chance. Parce qu'on a trop l'exemple inverse, en fait. C'est ça. On glamourise trop cette masculinité toxique et dès qu'un mec fait le minimum syndical, waouh, gloire au roi, Dieu. Non, on va se calmer, c'est juste un être humain parmi tant d'autres qui se comporte comme un mec normalement constitué. Et qu'est-ce que tu dirais pour le coup à Gabriel Ayuso si tu avais été love coach dans la Villa des Cœurs Brisés et que tu avais dû gérer une histoire comme celle-là, une épreuve comme celle-là? Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai rien à dire à ce genre de personnes-là aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus d'accompagner les femmes à qui ça arrivait, parce qu'une fois de plus, le focus est toujours sur le bourreau, celui qui commet certains faits qui sont quand même, tu vois, dénués de respect, d'empathie, d'humanité. On se concentre vachement sur ces personnes-là, mais on se concentre jamais sur la victime, en fait, sur la personne qui a subi, sur la personne qui s'est mangé une énorme gifle et qui a dû se relever par la suite. C'est marrant, enfin c'est pas marrant du tout, mais tu utilises le terme de victime. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah oui, parce que quand tu te retrouves dans une situation où à deux on fait l'amour, à deux on prend la décision à un moment donné pour X raisons, c'est des raisons qui leur appartiennent, c'est pas à nous de juger, de ne pas se protéger et que derrière la personne tombe enceinte, que la femme tombe enceinte, oui, enfin il y a une part de victime en fait dans cette histoire, tu vois, parce que le mec en face n'a pas tenu ses engagements, il n'a pas tenu son rôle. Il se défile en fait avec lâcheté et dans un certain égoïsme qui est déplorable, puisqu'il s'agit de la santé d'une personne, il s'agit de la santé physique, mentale d'une personne, voire 2 personnes. Tu vois? Et alors en termes de pédagogie, c'est le rôle de qui alors de s'occuper de ces hommes-là qui sont vraisemblablement pour la plupart ou pour certains pas capables d'assumer leur rôle? Bah, c'est à eux-mêmes, et puis aujourd'hui il y a cette personne dont c'est le métier qui ont fait des études pour pouvoir accompagner ces personnes-là et leur offrir le soutien et la thérapie nécessaires. Mais je pense réellement qu'il y a des personnes qui ont envie de guérir, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'être des bonnes personnes, tout simplement, d'avoir une vie cool, d'être bien dans leurs relations, leur métier avec eux-mêmes. Et puis il y a d'autres personnes qui, à côté, ne sont pas normalement constituées, expérimentent une réelle déficience, en fait, d'intelligence. Vraiment. Et quand je le dis, les gens rigolent, mais c'est des personnes dont le lobe frontal n'a pas fini d'être développé. Et au-delà de ça, c'est ce que je te disais. Et au-delà de ça, c'est des personnes qui prennent un réel plaisir à torturer
et à faire souffrir les personnes autour d'eux. C'est des personnes qui sont incapables, à mon sens, d'aimer la femme. Ils aiment juste les sacrifices que peut faire la femme pour eux. Il y a une notion qui est, tu vois, qui est à saisir. Il y a une différence là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de donner l'heure, du temps, de l'énergie à ces personnes-là. C'est pas mon rôle. Si tu avais été love coach dans la Villa des Cœurs Brisés, est-ce que tu aurais accompagné... Je lui aurais dit, mais va faire 15 pompes. T'es toxique, tu vas rester toxique, de toute façon, t'es un cas désespéré, va faire 15 pompes et fais le tour du jardin en courant. Est-ce que tu aurais accompagné Vincent Queijo? Je pense que je leur aurais fait faire que des trucs vraiment où ils auraient été ridicules. Pas du tout des trucs de coaching, aucun rapport avec du coaching de développement personnel. Ou du développement, genre vraiment amoureux. Je leur aurais fait faire que des trucs où ils auraient été complètement ridicules. Oui, c'est bien, Vincent, bravo. Est-ce que tu sens le changement à l'intérieur de toi? Un peu comme dans cette série, comment ça s'appelle, Le Flambeau, quand t'as le docteur juif qui fait nettoyer à Marc son cabinet de psy avec un aspirateur en lui disant, voilà, quand tu nettoies mon extérieur, tu nettoies aussi ton intérieur. Est-ce que tu sens que ça marche? Je pense que je leur ai fait faire des trucs. Non, mais parce que pour le coup, tu as vu le couple Vincent Marois naître dans la Villa des Cœurs Brisés. Derrière, à la sortie, ça a été très, très difficile pendant des mois. On avait l'impression qu'il y avait la titulaire, l'ancienne titulaire, la maman des enfants, Rime, Marois, qui arrivait difficilement à se faire une place, mais en même temps, on découvre des pics entre les deux femmes sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs histoires de fond. Et un Vincent Queijo, au milieu de tout ça, mais en même temps pas au milieu de tout ça, parce qu'il n'a pas pipé mot dans toute cette histoire. Tu vois, il était dans le silence. Vincent Queijo, qu'est-ce que tu penses du fait que Vincent ait laissé son ex-femme et sa copine de l'époque se déchirer sur les réseaux sociaux sans avoir de parole publique? Il avait juste pris la parole une fois sur un podcast en parlant de la charge mentale des hommes. Ouais. Après, j'invite les gens à se renseigner. Tout ça dans la psychologie humaine, ça porte un nom. C'est pour ça, en fait, que je te dis, il y a des années, c'est des comportements, des attitudes, des personnes qui m'ont révoltée et ça me faisait réagir. Mais en fait, plus tu t'instruis et plus tu étudies le cerveau humain et comment on fonctionne, pourquoi on se comporte de la manière dont on se comporte, malgré le fait qu'on ait tous et toutes nos raisons. Et plus tu comprends en fait certains profils et plus tu te détaches de ces profils-là parce que tu te dis, ah oui, ok, d'accord, c'est ce genre de personne. C'est pas... Moi, dans mon univers, c'est pas intéressant, ça n'existe plus. Mais c'était prévisible, toi, qui as vu leur amour naître à Vincent et Marois dans la villa? Est-ce que c'était prévisible ce que tu as découvert sur les réseaux par la suite? Alors, dans la forme, non, c'était pas prévisible, mais dans le fond, oui, c'était prévisible. C'est-à-dire que tu sais qu'il va arriver quelque chose, tu sais pas quoi exactement, même si tu pourrais un peu parier, mais tu sais qu'il va arriver quelque chose, bien évidemment. Mais parce que c'est des... Je te dis, ces personnes-là n'ont rien d'unique, Ces personnes-là n'ont absolument rien d'unique. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se comportent de la même façon tous les jours, et qui répètent encore et toujours les mêmes schémas avec les mêmes personnes. C'est juste en fait la même personne, mais dans une enveloppe corporelle différente. Et ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins. C'est pour ça que j'ai arrêté de calculer ce genre d'individus. Pourquoi t'as explosé de rire quand je t'ai parlé du discours de Vincent Queijo? Parce que qui ça disait dans un podcast que les hommes avaient une charge mentale forte. Non, mais alors ça, écoute, ça a été un grand moment sur les réseaux sociaux. Oh là là, ça a été un grand moment. On a beaucoup ri. On a beaucoup ri. Sur TikTok, à chaque fois que je tombais sur une vidéo, un truc, enfin, c'était 95% de mon feed. Sur Instagram, pareil, c'était drôle. Il y a beaucoup de nanas qui ont réagi à ça. Et surtout, et c'est là que tu vois que notre société commence à évoluer, c'est rassurant, il y a aussi pas mal de mecs qui ont réagi à ça en disant « Mais ça va pas ou quoi, là ? Ça va pas, là, c'est quoi la suite? Je t'envoie un message en te disant d'être prête à 8h parce que je viens de chercher en bas de chez toi pour t'amener dans ton restaurant préféré. Et je m'assure que tes factures soient bien payées et que tu sois bien dans ta vie, que je t'apporte tout ce qu'il faut pour pas que tu sois trigger. Waouh! Ces personnes-là, en fait, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est des personnes qui veulent tout. C'est des personnes qui veulent tout. On voit que d'un côté, il y a une émancipation des femmes, où les femmes sont de moins en moins en couple, parce que c'est plus du tout intéressant pour les femmes aujourd'hui, elles le voient bien, se rendent bien compte. Et il y a ces hommes, en fait, qui continuent à s'en plaindre, quoi, qui disent « Mais comment est-ce que vous osez
vous rebeller quand on veut vous humilier et quand on veut se servir de vous et jusqu'à l'usure, en fait. Comment est-ce que vous osez? Regardez-nous tout ce qu'on doit porter sur les épaules. Ah non, mais là, on est dans une, comment on appelle ça déjà? Dans une tragédie dramatique. C'était drôle. Ça m'aura bien fait rire, en tout cas. Un homme ne peut pas. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas une question de souffrance, mais ça veut dire que un homme a moins de charge mentale qu'une femme, pour toi. Non, mais enfin, c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Un homme, quand il se marie, ça devient un mari. Une femme, quand elle se marie, ça devient une babysitter, une femme de ménage, une assistante personnalisée, une secrétaire. Enfin, on se rend pas compte. De toute façon, c'est de plus en plus prouvé. Hein. Il y a des études sur ça. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de couples et il y a de plus en plus de divorces. Aujourd'hui, les femmes ont des droits. Et c'est ça qui fait flipper, je pense, tous les mecs un peu fragiles qui essayent de contrer justement le féminisme en lui donnant toutes les étiquettes, sauf l'étiquette réelle que porte le féminisme. C'est parce qu'on voit bien, en fait, que c'est des hommes qui sont désemparés d'un coup, qui se retrouvent une main devant, une main derrière. Ils n'ont aucune idée de comment se gérer, de comment gérer leur vie, leurs émotions, leurs trucs. Ils ont besoin de leur assistante personnelle en permanence pour gérer toute leur insécurité parce qu'ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes et qu'ils refusent de le faire eux-mêmes. C'est marrant, tu les appelles des hommes fragiles. Ouais. Pas des masculinistes. Ben non, c'est des hommes fragiles. C'est quoi, ça, masculiniste? Ça n'existe pas pour moi, masculiniste. Pourtant, à leurs yeux, ce ne sont pas des hommes fragiles. Non, c'est des hommes fragiles. Ils sont virils. Et je tiens ces propos-là parce que, justement, à côté, j'ai déjà rencontré des hommes forts. Et que des hommes forts, j'en ai dans mon quotidien, dans ma vie. Donc je vois la différence, en fait, entre les deux, quoi. Et c'est quoi la différence concrète entre un homme fragile et un homme fort? Il y en a un, c'est un être humain qui accepte d'évoluer dans une société avec son temps, qui accepte qu'on vienne le déranger dans son privilège, dans son ignorance, parfois, et qui accepte par la suite de se remettre en question, d'écouter certaines personnes, certaines communautés quand elles parlent, à partir du moment où c'est des personnes et des communautés qui subissent des injustices, des inégalités, c'est un être humain, tout simplement, qui ne se définit pas en fait par son sexe, par la société patriarcale dans laquelle il vit, qui essaye de faire preuve d'un peu d'intelligence et d'humanité, tout simplement, dans ses comportements. En parlant d'hommes fragiles, ça je sais pas. Ça va être à toi de me le dire. J'ai une vidéo à te montrer. Puisque tu parles de féminisme, j'avais fait réagir Gabriel Ayuso lorsqu'il était venu sur Aja à justement ton discours féministe, engagé, que tu n'hésites pas à partager sur les réseaux sociaux haut et fort. Je te propose de découvrir... De quoi, la réponse de Gabriel? Ouais, non, sa réaction. Ah non, mais ça m'intéresse pas du tout. Ah non, non. Écoute, il y a des choses vraiment qu'on n'est pas obligé de s'infliger dans la vie. Et ça, pour le coup, voir son visage, son énergie... Oh, non, mais il y a peut-être des choses intéressantes à en sortir aujourd'hui. Non, merci. Vraiment, non, merci. Mais Juliette, non, mais si tu veux pas voir la vidéo, est-ce que je peux au moins incarner la déclaration? Oui, d'accord, très bien. Très bien. Ça me va très bien. Allez, le problème, c'est que cette femme, il y a des fois où je m'entendais très bien avec elle. Et il y a des fois, il y a des comportements, je ne peux pas. Ça ne matche pas entre nous, il n'y a rien qui matche, nos comportements et nos états d'esprit ne matchent pas, je ne l'apprécie pas, mais on n'est pas fait pour s'entendre. Des féministes, j'en ai tout autour de moi. Mais qui mais tous les extrêmes ne sont pas forcément ouf. Juliette, je la trouve extrême. D'accord. J'ai mon côté féministe. L'audace, le culot. Mais j'ai un autre côté qui n'est pas forcément. On est au courant, ça, déjà. Waouh. Comment tu vois le fait d'être perçue par, en l'occurrence, certains hommes, comme une féministe extrême? J'imagine que c'est pas la première fois que tu l'entends. Traduction. Ce mot extrême, déjà, il n'y a personne qui est trop ou pas assez. Ça, c'est une illusion. C'est une fois de plus un outil qui a été créé pour pouvoir oppresser les gens et puis surtout les faire culpabiliser d'être bien, d'être eux-mêmes, d'être bien dans leur peau, dans leur tête. Donc, généralement, quand on va employer des termes pareils où on qualifie la personnalité de quelqu'un, c'est par rapport à soi.
parce que ça peut pas être par rapport à la voisine ou par machin. La personne, elle est trop par rapport à moi. Elle a trop d'énergie par rapport à moi. Et c'est quelque chose qui peut se comprendre parce que je sais que je suis hyper active, j'ai une opinion, je prends de la place. Mais en fait, ce qui dérange réellement ce genre de personnes, et c'est pour ça que j'ai arrêté en fait de m'en occuper et d'investir mon énergie vraiment sur ce genre d'individus, c'est que qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai trop confiance en moi. C'est surtout ça par rapport à lui. Je gère trop bien en fait mes insécurités parce que moi aussi j'en ai, sauf que je les projette pas sur les autres. Je prends trop de place parce qu'une femme, c'est pas censé prendre de la place. Et d'ailleurs, il a tenu à plusieurs reprises plein de propos comme ça, en parlant de Cynthia quand on était sur le tournage, en disant « Cynthia, c'est pas normal qu'elle soit plus heureuse que moi. C'est pas normal qu'une femme soit plus heureuse que moi, plus à l'aise, plus sécure. » Donc à partir du moment où... Et alors, il y en a avec qui je vais échanger et d'autres avec qui je n'échange pas, mais qui ont le besoin de me rentrer dedans. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis posée, tranquille, dans mon coin, et d'un coup, il y a ce genre de mec qui va me voir, qui va me sentir, et qui va sentir, en fait, la puissance de la femme que je suis, à quel point je suis à l'aise dans mon authenticité, dans mes qualités, dans mes défauts, à quel point je suis à l'aise avec moi-même, avec ma féminité. Et c'est des hommes, en fait, que ça trigger, parce qu'ils se disent, mais une femme n'est pas censée être plus puissante qu'un homme. Pourquoi est-ce que cette femme a l'air d'être plus puissante, plus émancipée, plus libérée, plus successful, plus enracinée, plus ancrée que moi? C'est pas normal. Et donc il y a ce truc où d'un coup on essaye de venir en fait diminuer la personne, et c'est comme ça qu'on se retrouve à entendre des tu es trop, tu es extrême, non, c'est une façon de t'affaiblir. Je suis exactement. C'est une tentative d'affaiblissement. C'est une tentative d'affaiblissement, d'oppression, d'écrasement. Ça peut même aller jusqu'à l'humiliation parfois, tu vois. Mais c'est pour ça que ce genre de propos aujourd'hui ne m'atteint plus du tout. Gabriel n'est pas féministe, il l'a jamais été. Je peux pas dire qu'il le sera jamais. On sait pas de quoi demain est fait. Il a absolument aucune féministe autour de lui. À partir du moment où une femme est féministe, elle a aucun intérêt à être autour d'un homme comme ça, à gravir autour d'un homme comme ça, puisque tu ne te sens pas en sécurité. Pourquoi est-ce qu'une féministe qui ne se sent pas en sécurité et alignée dans ses croyances et ses convictions, en étant avec quelqu'un, partagerait des moments, ses valeurs, son temps, son énergie avec cette personne? Ça n'existe pas. C'est pourtant ce que Cynthia a fait. C'est-à-dire partager son temps avec Gabriel. Cynthia, c'est un process, c'est une évolution. On ne peut pas dire que Cynthia, elle était revendiquée à fond féministe pendant le tournage de l'émission. On peut avoir le déclic en tant que femme? Bien sûr, moi je l'ai eu le déclic. Et puis c'est une évolution qui est longue, c'est pour ça que je me permets de te dire, parce que moi je l'ai vu déjà la différence dans le glow-up de Cynthia entre cet été et maintenant. C'est une femme qui a compris plein de choses. Et c'est pour ça que j'intervenais pas plus que ça dans l'histoire de Gab et de Cynthia, parce que je savais qu'elle avait des choses à vivre et à expérimenter avec ce mec-là, mais je sentais en fait qu'elle était à ça de bloom, de s'épanouir. Aujourd'hui, elle est à Bali, elle est heureuse. Elle fait même du contenu en anglais, alors que de base, c'est pas quelqu'un qui était bilingue. Mais tu sais ce que ça demande comme recherche, comme prise de risque en tant qu'influenceuse, de se dire « je vais me mettre à l'anglais ». Ça y est, elle se montre en fait. Elle s'exprime, elle crée, elle est bien et elle est plus avertie de justement ce qu'est le féminisme. Elle en parle beaucoup plus. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui ne sont pas féministes? Il y a des femmes qui se revendiquent de ne pas être féministes. Bah, c'est leur croyance. Les femmes patriarcales, ça existe. Bien sûr, mais c'est leur croyance. C'est leur croyance. Écoute, on n'est pas immortel, d'accord? Notre énergie n'est pas limitée sur cette planète. Et je pense que plus tu rêves grand dans ce que tu désires profondément, plus tu apprends à limiter comment tu investis ton énergie et avec qui tu l'investis. Donc moi, ces femmes-là, j'ai rien à leur dire. Ce que je construis aujourd'hui à travers Bodylink, à travers les rencontres que j'ai, à travers même les simples échanges avec d'autres féministes, sont tellement beaux, tellement enrichissants. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je me concentre sur quoi que ce soit d'autre? Mais une femme pas féministe, est-ce que c'est contre-productif? C'est ce que c'est pour elle, c'est tout. J'ai même pas envie de commenter ça. Une femme antiféministe, bah c'est une femme antiféministe, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, il y a tellement de femmes féministes qui réalisent des choses merveilleuses. J'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps sur ça, sur mon Instagram, je sais pas si tu l'as vue, pour la journée internationale des droits des femmes.
Et c'est une vidéo qui fait, je sais pas, peut-être 2 minutes et quelques, où je dis que oui, bah, c'est déprimant parce qu'en 2025, on se bat toujours pour le minimum syndical. Oui, je l'ai. Et que tu vois, et que on pourrait croire qu'en fait, il n'y a eu aucune avancée dans le féminisme. Et pourtant, et quand j'étais sur... Alors là, je te parle de ça, j'ai des frissons, j'ai les têtes qui pourrent, je vais me mettre à chialer, je me rappelle que je suis en SPM, ça va me... Mais tu vois, dans ce travail de recherche, j'ai vu tellement de femmes, des femmes qui font partie de tribus autochtones, des femmes qui font partie de civilisations reculées, des femmes qui font partie de certaines puissances économiques, mais qui sont racisées, des femmes qui aujourd'hui se battent au prix de leur vie pour faire entendre leurs droits et leur voix, et puis surtout pour simplifier en fait l'existence de générations à venir, de femmes qu'elles ne connaissent même pas, pour protéger des adolescentes, des enfants. Mais moi, ça me tu vois, ça m'émeut, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Moi, c'est avec ça que j'ai envie de me nourrir aujourd'hui. Avec ça que j'ai envie de nourrir mon corps, mon cerveau. C'est ce genre d'informations que j'ai envie d'exposer à mes sens, en fait. Tu dis, justement, je l'avais prévu. Je me suis demandé, ça ressemblait à quoi un monde où on ne me rappelle pas que je suis une femme. J'ai hâte que le féminisme disparaisse. On se bat toujours pour rester en vie en 2025. Tu vois, on parle de féminisme depuis tout à l'heure, et toi, tu as hâte que le féminisme disparaisse. J'aimerais que tu expliques la portée de ce propos. Bien sûr, parce qu'à partir du moment où le féminisme disparaît, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se battre pour nos droits en tant que femmes, et tout type de femmes, on rappelle l'importance du féminisme intersectionnel, et à partir de ce moment-là... Donc ça veut dire même femme transgenre? Ah mais bien évidemment. Ah mais bien évidemment. C'est ça le féminisme. Le féminisme intersectionnel, c'est vraiment de considérer tout type de femmes. Les femmes racisées, les femmes en précarité, les femmes transgenres, tout type de femmes. Tout type de femmes. Et c'est d'ailleurs le but du féminisme, c'est que tant que toutes les femmes, toutes les communautés de femmes ne sont pas libres, aucune femme n'est libre. Donc c'est ça l'importance. Et on a hâte que le féminisme disparaisse, parce que le jour où ça va disparaître, c'est qu'on n'a plus besoin de se battre pour nos droits. Sous-entendu, on a nos droits, en fait. Tu vois, on a les droits dont on a besoin au quotidien dans cette société. Certains diraient que c'est du wokisme, que c'est du mauvais progressisme. Mais c'est ce qu'on entend de la part de détracteurs très patriarcaux. C'est vrai. Oui, et puis certains disent que la Terre est plate, j'ai envie de te dire. Donc bon, à partir de ce moment-là... C'est ce que Trump peut-être dirait. Mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être pas que la Terre est plate, mais que c'est du mauvais progressisme. La Terre est plate et le lait chocolaté vient des vaches marrons. Enfin, à un moment donné, t'es débile, tu veux pas t'éduquer, tu veux rester dans ton ignorance, tu détestes tous les gens qui vont venir te déranger un peu dans ton ignorance. Bon, bah, c'est ta réalité, c'est pas la mienne en tout cas. Tu poursuis en disant « J'ai renoué avec mon enfant intérieur quand j'ai compris que j'étais une menace pour des hommes. » Et après, la dernière phrase qui est importante. Eh ben, je te laisse la poursuivre. C'est la dernière phrase qui est importante. Quelle grâce. Non mais vraiment, quelle grâce. Qu'est-ce qu'une menace pour des hommes? Ah, le jour où j'ai compris que je faisais flipper les mecs fragiles, que je l'aimais mal, que je l'aimais mais juste en existant, Ah, mais elle est too much, elle est extrême. Vraiment, bûcher et sorcière. Quelle grâce. Quelle grâce de les perturber comme ça. Puis surtout, c'est un excellent radar pour moi parce que je vois tout de suite quel homme est capable ou pas, en fait. Quel homme est normalement constitué, intelligent. Et une fois de plus, tu vois, l'amour qu'on porte aux autres, la façon dont on aime les autres, c'est aussi un reflet de la façon dont on s'aime soi-même, tu vois. Donc ça en dit très long sur une personne. Ça nous épargne pas mal de souffrances, de relations inutiles. Donc oui, quelle grâce. Oh, quelle grâce. T'as parlé de la pilule. J'adore comment à chaque fois il te faut quelques secondes pour respirer, digérer, passer à la question suivante. Non, mais c'est parce que ça, je l'ai rajouté à la dernière minute, mais ça m'a inspiré. J'avais envie de parler de ce sujet-là avec toi. Tu as parlé de la pilule sur ton compte Instagram et tu as mis une légende, tu as mis hot tips pour détox ton corps de la pilule. Et tu marques zinc, maca, magnésium, etc. Je voulais aborder ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet qui est trop peu abordé dans les médias. Question de la pilule. Bien sûr. La question de la contraception chez une femme. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu utilises cette notion de se détoxifier de la pilule. D'accord. Alors, petit disclaimer, ça, c'est des conseils que je me permets de donner aujourd'hui parce qu'entre-temps, depuis qu'on s'est vu, je suis devenue neuropraticienne. Ah.
Donc, c'est des sports, sommeil, alimentation, stress, émotions, tout ça, c'est des conseils que je peux me permettre de donner, parce qu'avant, je n'étais pas agréée. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai ces qualifications, ces compétences qui me permettent de donner des conseils par rapport à ça, et puis surtout de mettre aussi en garde les femmes sur le fait que la pilule contraceptive dérègle complètement, mais complètement, le cerveau et donc le corps, parce que le cerveau, c'est clairement notre centre de commande, tu vois. C'est lui qui va gérer nos glandes surrénales, notre système nerveux, tout ça. Donc, c'est une catastrophe. Il y a plus d'études sur le fait que les hommes soient chauves que sur l'endométriose. Ah, c'est dingue, ça. Donc, voilà. Alors que l'endométriose touche... Alors, plus ça va, au début, c'est une femme sur 10. Maintenant, c'est une femme sur 8. Il y a des nouvelles études qui affirment que c'est une femme sur 7. Déjà, tu vois, dans la Villa des Cœurs Brisés, on était 3 femmes à être atteintes d'endométriose, même 4, il me semble. Que je te dise pas n'importe quoi. Il y a moi, Delphine, ça c'est certain. Cynthia, ça c'est certain. Oui. Je me demande si Solène, elle en a pas, ou si je raconte n'importe quoi. Solène, si tu nous regardes, désolée si t'en as pas et que je raconte n'importe quoi. Mais enfin, déjà, tu vois que, bon, on est présente quand même. Hein. Ben oui. Et donc, par rapport à l'endo, oui, non, c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune étude qui est faite sur le corps de la femme qui est réalisée. Donc, non seulement on ne sait pas ce qu'est l'endométriose, moi, je suis convaincue que c'est une maladie, alors oui, qui va se manifester comme une maladie inflammatoire, mais qui est surtout une maladie psychosomatique et qui se déclenche à l'enfance à cause de certains traumatismes. Et alors après, je n'affirme rien, bien évidemment, on ne peut pas revendiquer quelque chose d'aussi important aujourd'hui sur une maladie qui touche autant de femmes et qui parfois sont en errance médicale. Mais en tout cas, moi, c'est mon interprétation et c'est l'expérience que j'en fais. Et donc, cette maladie n'est pas étudiée. Derrière, la pilule n'est pas étudiée. En fait, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des notices, des trucs, des effets secondaires pas possibles. Et ça nous bousille le corps. Et ça nous bousille le corps. Donc, ça va nous bousiller notre peau, ça nous déclenche de l'acné comme pas possible, ça nous rend dépressive, ça nous fait gonfler. Au final, c'est pas naturel de pas avoir ses règles. Moi, j'ai pris la pilule en continu pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, je n'ai pas eu mes règles. Donc, pendant 2 ans et demi, je ne saignais pas. Donc, on apprend les femmes, en fait, à anesthésier leur corps et à se rendre encore plus malades, plutôt qu'à dire « Attends, on va prendre le problème vraiment à la racine et à la source ». De quoi on parle? On parle d'un cycle hormonal. Est-ce qu'on n'apprendrait pas plutôt les femmes à caler leur planning de vie sur leur cycle hormonal? Mais est-ce que ça pourrait pas être une forme de soumission de la femme, un assujettissement de la femme au travers de quelque chose à prendre tous les mois? Je vais très loin. Hein. Mais une fois de plus, tu vois, quand on va très loin, quand on pousse le délire très loin, encore j'adore aller très très loin, donc c'est parfait. Mais tu vois, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui impacte la fertilité. Et jusqu'à présent, comment était considérée la femme? Comme une machine à reproduire, en fait, une machine de reproduction. Oui. Est-ce que l'endométriose, c'est pas aussi une façon de dire à la société stop, en fait, plus avec mon corps? Tu vois ce que je veux dire? De se rebeller un peu contre cette injonction à la reproduction, à la grossesse, à l'accouchement, à la maternité, parce que ça impacte tout ça quand tu as de l'endométriose. Moi, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête avec toi, Sam, je te parle, je sais pas du tout si je suis en mesure d'avoir des enfants. Je sais pas. Mais c'est une envie que tu as? Je sais pas. Franchement, je sais pas. De moins en moins. Je vais être honnête avec toi, de moins en moins. Et je suis tombée sur... Oh, ça, j'aurais dû t'envoyer ce truc-là. Je vais essayer de le retrouver, de te l'envoyer. Je suis tombée sur une vidéo qui disait les femmes qui vont voir cette vidéo et qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants et qui sont au-delà d'un âge où elles peuvent, faire marche arrière maintenant. Donc, qui ont... Et encore, qui ont 47, 48, 49, 50, partagez-nous votre expérience. Et alors là, dans les commentaires, je me suis mise à chialer, ça. Mais quand je dis que je me suis mise à chialer, de soulagement, de légèreté, d'un coup, on remet tellement de choses à leur place, on t'enlève un tel poids, une telle charge des épaules. Les nanas qui disent, déjà, je ne savais pas si mon corps était capable de l'assumer. Et d'encaisser cette grossesse parce que j'ai eu de l'endo, parce que j'ai eu ceci, parce que j'ai eu cela, et qu'à 45 ans, mon corps était déjà extrêmement fatigué parce que des traumatismes, parce que des violences physiques, des violences sexuelles, etc. Donc j'ai préféré continuer à prendre soin de moi plutôt que de me challenger une fois de plus.
Une autre personne qui disait, je ne savais pas si mon enfant allait être handicapé ou pas. C'est un risque que tu prends aussi quand tu tombes enceinte. Est-ce que j'ai la force physique et mentale d'avoir la responsabilité d'une enfant derrière pendant le restant de mes jours, en fait, et d'avoir la crainte, quand moi je m'en vais, qui va prendre soin de mon enfant? Est-ce que j'ai l'envie de consacrer les 3/4 de ma vie aux couches, à comment on appelle ça, l'éducation? Est-ce que je peux me le permettre financièrement parlant? C'est surtout ça, en fait. Et on voyait des femmes confier des choses d'une telle vérité. Il y en avait une qui disait j'ai 3 enfants, je les aime plus que tout sur Terre, je pourrais mourir pour eux, mais depuis que je les ai eus, je suis plus que l'ombre de moi-même. Je me suis perdue, en fait. Ça m'a enlevé qui j'étais vraiment. Ça m'a arraché à qui j'étais vraiment avant. Et c'est des questions qu'on ne se posait pas avant, parce que, mon Dieu, comment oses-tu avoir des réflexions pareilles en étant une femme? C'est ce que tu es supposée être. C'est ce que tu es supposée faire, tu vois. Aujourd'hui, c'est des questions qu'on a le luxe, le privilège de se poser. Donc oui, je me les pose. Et la vérité, c'est que je ne sais pas si j'ai envie de ça, Sam. Pour être honnête avec toi, je ne sais pas si j'ai envie de ça. Vraiment. Les 3/4 des gens qui font des enfants aujourd'hui ne sont pas prêts, n'ont pas les clés, n'ont pas les bons outils pour pouvoir les éduquer. C'est des enfants qui vont se retrouver en thérapie derrière, qui vont avoir du mal dans leur relation avec les autres, qui vont avoir une image faussée d'eux-mêmes, parce que leurs parents leur ont raconté n'importe quoi, qu'ils ne savaient pas les clés, les outils. Et une fois de plus, on dit vachement, les gens font comme ils peuvent. Non, les gens ne font pas comme ils peuvent. Les gens font comme ils veulent. Et ça, c'est ça qui est important, tu vois, de se rappeler avant de faire des enfants. À partir du moment où tu en fais un, alors oui, hein, d'un coup, la société va plus te respecter parce que tu as cette étiquette de parent. Oui, tu auras peut-être plus de valeur aux yeux de ta famille parce que, attention, il y a machin qui arrive avec son mari, avec sa femme et leurs enfants. On leur fait plus de place, on les respecte plus, on les prend plus en considération. Protocolaire. Exactement, exactement. Mais derrière, en fait, fais juste bien attention que tu ne mettes pas un être humain sur Terre, au monde, juste pour cocher une liste, tu vois, du soi-disant bonheur dans notre société capitaliste et patriarcale aujourd'hui. C'est ça le truc, tu vois. C'est peut-être pour protéger une forme de parole, de pédagogie aussi, que tu as lancé ton site internet où tu proposes des programmes. Je pense que ton site s'appelle Bodylink. On peut prendre rendez-vous pour toi, avec toi pour différents coachings. Alors, il y a coaching mind, coaching body. Ah, tu t'es bien renseigné, oui, danse cardio. Ou encore... Bébé, j'ai trop envie de... Méditation, stretching. Quelles sont les différences entre ces 4 coachings différents? Ouais, alors il y a plusieurs espaces. J'ai voulu créer assez d'espace pour les femmes qui ont des profils différents, même si généralement c'est le même profil de femme qui vient me voir, avec qui je travaille, mais surtout pour les budgets différents. Et puis par rapport à certaines femmes qui sont peut-être pas prêtes à rentrer dans un travail introspectif assez profond tout de suite, mais qui ont peut-être envie d'une certaine initiation. Donc il y a le coaching mind. Le coaching mind, c'est axé sur le développement personnel, même si bien évidemment on va créer des routines sur mesure de mouvements intuitifs, de stretching réparateur à inclure à son quotidien, et puis tout plein d'autres clés et d'outils pour bien gérer ses émotions, bien gérer ses pensées, se gérer soi-même, tu vois. Le coaching body, c'est en studio. Donc là, c'est axé vraiment sur l'énergie, sur la chorégraphie, sur la danse, sur le mouvement. Il y a la méditation stretching. Alors ça, c'est mon bébé d'amour. C'est vraiment mon bébé d'amour. Ça, c'est l'espace idéal pour les femmes qui ont besoin de ralentir, d'apprendre à respirer. Tu sais, parfois, il y a ce truc d'hyperproductivité chez la femme où on ne s'autorise pas à respirer, à ralentir, parce qu'on se dit sinon qu'on n'aura plus de valeur. Donc ça, ce cours, c'est une excellente initiation, justement, pour les femmes qui ont un peu cette problématique. Et il y a ensuite danse cardio. Alors, danse cardio, j'avais vraiment envie de m'amuser, j'avais pas envie de me prendre la tête. Ça twerk, ça saute, ça danse. Il n'y a pas vraiment de concept, c'est juste qu'on transpire et qu'on vibre et qu'on vibe et que, voilà, c'est un espace où c'est safe d'être un peu une timpe, de danser, d'envoyer des jambes, d'être sexy, d'être sensuelle, sans avoir un mec encore là pour ruiner l'ambiance. Tu vois, on est vraiment entre nous, on est bien. Mais il paraît que t'as même fait ça en string, non? Comment? Tu fais ça en string? Non.
Alors, quand moi, je suis en string, ça, c'est un autre concept. Quand moi, je suis en string, ça, c'est quand je vais prendre... Alors, je ne donne pas, mais je vais prendre des stages de danse, Hills. Et alors là, c'est des ambiances toujours, mais de malade, en fait, quoi, tu vois. C'est des trucs que je vais faire à Barcelone, à Madrid, à Amsterdam. Et en gros, c'est des chorégraphes de malades qui vont donner des stages intensifs sur 2-3 jours. Et oui, là, t'as de tout. T'as des nanas qui sont en short, qui sont en culotte, qui sont en string, avec un collant, sans collant, en brassière, machin. C'est une ode à la féminité dans toute sa splendeur, toutes sortes de tailles, de carnations de peau, de poids, de forme, de lignes. C'est un boost de confiance en soi qui est extraordinaire, en fait. Alors, tu parles d'éveil, tu dis éveiller votre féminité et vos sens en rejoignant donc cette sororité où chacune trouve inspiration et soutien à travers différents espaces safe, collectifs ou privés. Donc on peut choisir. Exactement. En 2023, Bodylink a été qualifiée par le New York Times Out Magazine comme la confiance en soi à la française par excellence. Comment on en arrive à être cité dans le New York Times Out Magazine Bah, quand on fait les choses correctement. Quand on est une féministe extrême, j'ai envie de te dire que les retombées sont plutôt pas mal. Non, mais tu vois, toutes ces belles choses qu'on peut accomplir dans la vie quand on croit vraiment en soi et que justement, on en arrive à comprendre que non, on n'a pas tout le temps besoin d'être dans l'hyper-productivité. On peut aussi apprendre à tout simplement se laisser le temps, en fait. Se laisser le temps de se découvrir, de se connaître, tu vois, de se rencontrer sous différentes formes, différents visages. On peut être plusieurs femmes, on peut faire plusieurs choses. C'est ça qui est merveilleux. Et je pense que quand on avance, c'est ma psy qui me parlait de ça et j'adore ce concept. Elle me parle en fait de la voie de la productivité et de la voie de la guérison. Et elle m'a expliqué en fait de l'importance de l'équilibre entre ces deux voies. Et on n'est pas obligé d'être tout le temps que dans la guérison pour pouvoir accomplir des belles choses. Et on n'est pas obligé d'être que dans la productivité pour pouvoir guérir des traumas. On peut aussi trouver un équilibre dans les deux. Et quand on trouve un équilibre entre les deux, justement, il se passe des très belles choses, que ce soit à New York, à Paris, à Amsterdam. Mais tout ça, ça arrive quand on ose être assez folle pour croire en soi. Et se dire, attends, elle est à combien de kilomètres exactement, la Lune de la Terre? Parce que ça me paraît pas si loin que ça, en fin de compte, tu vois. Bah, en parlant de distance, t'as déménagé. Ouais. Moi, tu m'avais parlé de l'Espagne, mais au final, t'es allée au Maroc. Mais oui, mais c'était pas du tout prévu. C'était, tu vois, comme quoi la vie, des fois, c'est bien de se laisser guider aussi. On s'est revus la dernière fois. Je cherchais un appartement à Barcelone. Et puis après, je me suis dit, non, Barcelone, j'aime pas. Je me suis dit, OK, je vais chercher un appartement à Madrid. Et puis, en fait, j'étais exténuée. Il y a eu la diffusion de la villa. J'ai eu énormément à gérer avec mon business. Et en fait, c'est devenu trop. Entre ma santé mentale, ma santé physique à gérer, entre les visites d'appartements toutes les 2-3 semaines, les allers-retours entre Tanger et Barcelone, entre mon business, les coachings, les retours de coaching, les accompagnements, la création de nouveaux programmes, etc. À un moment donné, je me suis dit, ma belle, tu peux pas être au four et au moulin, en fait, va falloir que tu apprennes à, dans un premier temps, déléguer, et puis surtout aussi à prioriser ce qui est important et l'essentiel. Et donc là, je me suis dit, bon, pour le moment, je vais mettre entre parenthèses les recherches d'appartements à Barcelone. Je vais rester à Tanger. Donc j'étais à Tanger pendant quelques semaines. Et il y a un jour où je ne sais pas comment t'expliquer ça, je suis tombée amoureuse de cette ville. Mais amoureuse, mais ça fait déjà une dizaine d'années que j'y allais. Mais alors là, je ne saurais pas comment t'expliquer ce truc-là. Tout ce qui m'énervait au début et tout ce qui faisait que je me sentais un peu inconfortable, d'un coup, je me suis sentie hyper à l'aise. D'un coup, j'ai l'impression que c'était une reconnexion aussi avec une partie de ma culture. Alors, je ne suis pas marocaine, mais ma mère est algérienne, elle est née à Oran. D'un coup, j'ai l'impression, en fait, que c'était juste là que je devais être. Et tout était facile, tout était simple. Mon appartement, c'est allé en une fraction de seconde. Au bout de quelques jours, j'avais ma moto. J'ai une moto Phoenix. T'as vu ou pas? T'as vu sur mon Instagram? T'as liké? T'as lâché un petit cœur ou pas? OK. Non, mais badass. En fait, je réalise tous mes rêves. C'est comme ça que j'ai renommé l'année 2025. C'est l'année où je réalise tous mes rêves. Ça va à une vitesse. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple, hein. Ça veut dire que ça se met en place, simplement. Derrière, il y a du travail et de l'intelligence à fournir et à investir, bien évidemment. Mais ça va vite. C'est simple.
c'est agréable, tu vois. Donc, je te le dis en avant-première, là, quand je vais rentrer, je vais pas voyager pendant 2 mois et demi. C'est pour ça que je te disais mi-juin, est-ce que ça le fait? Parce que dès que je rentre, en fait, je vais dans un refuge et je vais adopter mon petit bébé chien, mon petit bébé chat, tu vois. Donc, c'est des trucs que je rêve depuis des années et que je commence enfin à... Ah ouais, tu coches toutes les cases. Ça y est. Et puis, pour le coup, c'est des cases, mais d'une liste qui m'appartient vraiment. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? D'une liste qui a vraiment été faite. En fait, depuis quelques mois, depuis que je suis à Tanger, j'ai l'impression d'avoir la petite Juliette de 12-13 ans qui me regarde et qui est en mode waouh, mood, tu vois. Là, c'est vraiment Mama Susu, là, on est en plein dedans, en fait. On est en plein dedans. Mais oui, tu parlais de mi-juin parce qu'on devait faire un coaching. Moi, je rêvais que Juliette me fasse un coaching. Je dis, je ne prévois rien, tu prévois tout Bien ou sûr. pas, et je me laisse guider par toi parce que je te trouve hyper déterminée, inspirée, inspirante aussi, et j'ai envie de me laisser guider et de voir ce que ça donne. Et je me suis dit, pourquoi pas vous l'offrir, tu vois, en vidéo. Mais c'est trop bien. Parce qu'on en parle, mais montrons-le. Mais c'est génial, en fait, c'est une idée qui est excellente. Et en fait, c'est fou parce que j'avais eu il y a quelques temps en tête, en fait, j'ai eu la même pensée que toi. Je me suis dit, j'aimerais montrer à ma communauté à quoi ressemble un coaching. Et en fait, j'avais pensé à ce format. D'ailleurs, tiens, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est la première fois que j'en parle. J'aimerais en fait filmer le coaching que j'ai avec une femme que je recevrai donc à Tanger, sur place, dans un bel endroit, etc. Et donc pouvoir offrir ce coaching à une femme d'une dizaine de séances sur 2 mois à peu près. Et en contrepartie, que ce soit filmé. Qu'elle accepte de partager son expérience, son histoire de vie, avec tout ce que ça pourrait comporter d'intime. Et je voudrais diffuser ça en fait sur YouTube en plusieurs épisodes pour que les gens voient le process en fait. Et puis se rendre compte aussi, et puis surtout que ce soit pas un one shot. Exactement. Exactement, non, ce serait une saison, en fait, une saison d'une 12aine d'épisodes, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu regarderais, toi? Je trouve que c'est une super idée. C'est vrai, tu dis pas ça pour me faire plaisir, parce qu'il y a des gens qui regardent. Ah non. Est-ce que tu veux pas me mettre... Alors, non, mais tu sincèrement... Tu veux mettre la honte, tu te dis pas, Chouba, si je dis, laisse-moi développer. Non, je te le dirai, parce que je vais te dire quelle va être pour moi la difficulté que tu vas rencontrer. D'accord. Mais laisse-moi développer mon propos. Okay, je trouve que c'est une super idée, parce que généralement, on a tendance à avoir ce type de coaching, tu vois, en mode one shot. C'est pour ça que je te l'ai dit tout de suite. Mais tu ne vois pas l'après. Là, ça nous permettrait, visuellement parlant, de nous attacher à l'histoire d'une personne, de comprendre pourquoi cette personne elle en est arrivée, de prendre le temps de comprendre, parce qu'on traverse aussi une époque où la vidéo, on la consomme très vite. Il faut plein de profils, plein de visages différents, mais on n'a pas vraiment le temps de se concentrer sur une seule. Et là, toi, tu proposes de prendre le temps et de montrer ce temps et de montrer cette évolution. Ça, c'est pour l'idée que je trouve hyper séduisante. D'accord. Pour la complexité et la difficulté, c'est va trouver une femme qui n'est pas habituée de la télévision, des caméras et des tournages, qui va accepter de se livrer. Ah, qui n'est pas habituée de la télévision. Alors, il faudrait peut-être prendre quelqu'un qui est habitué de la télévision. Alors, c'est une bonne idée. Si c'est pas quelqu'un qui est habitué aux caméras et tout, je pense que l'exercice pourrait être compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible à trouver comme profil. Mais c'est pas donné à tout le monde et c'est pas évident de se livrer, de se laisser aller. Ah oui. Et que tout le monde te juge. Ouais. Parce que derrière, il y a une chose que tu ne maîtrises pas. C'est la vie des abrutis. C'est la réaction des gens. Pardon, je me permets de dire abruti. Ah non, mais je te back up avec force, amour et honneur. T'inquiète même pas. Complètement. Tu vois, qui vont la casser derrière. Parce qu'il y en aura. Il y en aura toujours. Non, mais ça, il y en aura toujours. Après, le point positif, c'est que j'ai quand même une communauté qui est ultra bienveillante. Moi, ça m'arrive très rarement de recevoir des messages d'insultes, des messages négatifs. Ça m'arrive d'avoir des personnes qui vont avoir une communication brutale et un peu maladroite ou des fois même un peu violente, mais parce qu'elles répètent ce qu'on a fait avec elles quand elles étaient enfants, tout simplement, et qu'elles s'en rendent même pas compte. Mais généralement, j'ai pas des gens, des stalkers ou des détraqueurs. Ça, je sais que c'est quand même assez rare sur Instagram et sur YouTube. Sur TikTok, c'est autre chose, effectivement. Mais je pense que c'est là le challenge, justement, d'arriver à trouver quelqu'un qui soit prête pour cette expérience. C'est ça. Et après, la complexité de celle qui a fait de la télé, c'est justement qu'elle soit dans une véritable démarche sincère. Et ça, je pense que si tu le fais, c'est parce que tu marcheras à l'affect. Et tu sauras que la personne, elle est apte ou pas. Ouais, je te tiendrai au courant. Ah bah avec je te demanderai des petits conseils pour... Et moi, je tiens à mon coaching. Hein. Mais oui, bien sûr, puisque c'était ça de base que tu disais. Bah oui. Le coaching qu'on était censé faire ensemble, mais qu'on va pas avoir le temps aujourd'hui. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on le fera plus tard, tu reviendras. Dès que mon petit bébé chien et mon petit bébé chat ont leur premier vaccin, je viens. Allez, avec donc, plaisir. mi-juin, normalement. Juliette, on te retrouve
au-delà de ton site internet sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Aussi, ton compte Instagram, c'est The Real Duchessa. Oui, dur à dire. The Real Duchesca. J'avais fait une annonce il y a un ouais. an que depuis que j'arrête de dissocier, j'ai envie de renommer mon compte Juliette Marceau. Sauf que Meta ne m'a pas laissé le renommer. Pour l'instant, c'est The Real Duchesca. Pour l'instant, c'est The Real Duchesca. Si jamais il y a quelqu'un qui nous regarde, qui travaille chez Meta, s'il vous plaît, j'aimerais récupérer mon identité sur les réseaux sociaux. Contactez-moi, merci. Et le compte TikTok, c'est le même. Non, c'est Juliette Marceau. Ah, parce que oui. TikTok, j'ai été maline. Avant de prendre en abonné, j'ai mis le bon blaze. T'as bien pensé. Exactement. Voilà. Juliette, Exactement. merci pour cette super ITV. Merci à toi, Sam, c'est fou. On voit jamais le temps passer. Jamais. Jamais. Par contre, il est 16h15, tu devais partir à 16h. C'est pas vrai. Eh ben, je m'en vais de ce pas, mais merci. Voilà, on va arrêter l'interview. Ouais. J'aurais pu continuer encore très longtemps. Je pense que toi aussi, merci. Hein, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt déjà avec Juliette parce qu'elle va revenir me faire un coaching pour que je puisse me livrer. Parce que croyez-moi que j'en ai des choses à ressortir. Mais je suis pas une femme. Comment? Je suis pas une femme. Oui, mais c'est pas grave. Ok. C'est pas grave parce que t'es pas un mec toxique, cisgenre, hétéro. Ok. Ça va alors. Je peux avec une small dick energy. T'as une grande sensibilité, une grande intelligence. Et c'est toujours un plaisir d'être avec toi parce que tu poses vraiment des questions qui sont précises et qui ont un certain impact. Et je tenais à te le dire, mais la dernière fois, j'ai eu un nombre de retours impressionnant après notre interview. Je sais pas, peut-être 100 ou 200 femmes qui sont venues me voir en me disant merci en fait. Merci pour cette interview, ça nous a vachement touchés, ça a ouvert plein de portes. Et ça, c'est grâce à toi aussi parce que c'est toi qui me reçois, c'est toi qui donne cette note, cette énergie et c'est toi qui poses les questions. Donc je tenais à dire, j'ai beaucoup apprécié et j'apprécie encore plus aujourd'hui après ce moment-là. Eh ben merci Juliette, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Un retour comme ça. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt avec une autre personnalité, une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.